Une mère célibataire dormit dans sa voiture avec ses 3 enfants pendant 6 nuits. Elle n'appela pas la police. Elle n'appela pas un refuge. Elle n'appela personne. La 7e nuit, le chauffeur d'un milliardaire frappa à sa vitre, mais pas pour la raison qu'elle imaginait. Ce qui arriva ensuite allait changer leurs 2 vies d'une manière à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Tamara Elise Okafor avait 34 ans. Elle travaillait comme aide-soignante certifiée au Riverside LD Care de Memphis, dans le Tennessee. 5 jours par semaine, elle pointait à 7 heures du matin, changeait des couches pour adultes, soulevait des patients 2 fois son poids, appliquait une lotion à la lavande sur des mains qui avaient oublié comment tenir des choses, et parlait doucement à des personnes dont les propres familles avaient cessé de venir les voir. Elle gagnait 14,50 $ de l'heure, sans avantages sociaux, sans heures supplémentaires, sans congé maladie qu'elle pouvait réellement se permettre de prendre. Elle avait 3 enfants. Zion avait 10 ans. Silencieux, observateur. Le genre de garçon qui remarquait des choses que les autres enfants de son âge ne voyaient pas, comme quand sa mère sautait le dîner en disant qu'elle n'avait pas faim, ou quand elle regardait son téléphone avec cette expression particulière qui signifiait qu'une facture arrivait et que l'argent n'était pas là. Zion portait des choses dont il ne parlait jamais. Il avait appris tôt que le silence était une forme de protection. Nala avait 7 ans. Elle dessinait constamment. Des papillons, des maisons, des familles debout devant des jardins avec des arbres ressemblant à des sucettes. Elle posait des questions comme seuls les enfants savent le faire, sans comprendre que certaines n'avaient pas de bonnes réponses. « Où est papa? Quand est-ce qu'on aura un chien? Est-ce que j'aurai ma propre chambre un jour ?» Isaiah avait 3 ans. Il riait de tout. Il pleurait fort puis pardonnait aussitôt. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait autour de lui. Et Tamara avait l'intention de préserver cette innocence aussi longtemps qu'elle le pourrait. Leur père, Darnell, était parti quand Isaiah avait 4 mois. Il n'était pas parti pour une autre femme. Il n'était pas parti à cause de la drogue ou du crime ou de toutes les choses que les gens imaginaient quand ils entendaient l'histoire. Il était parti parce qu'il disait que la pression était trop forte. 3 enfants, un seul revenu insuffisant, des factures qui se multipliaient plus vite qu'il ne pouvait les payer. Il disait avoir besoin d'espace pour se retrouver. Il n'était jamais revenu. Tamara ne perdait pas son énergie à le détester. La haine demandait du temps qu'elle n'avait pas. Cela faisait presque 3 ans qu'elle faisait tout toute seule. Se réveiller seule, résoudre les problèmes seule, s'endormir dans le noir en faisant tourner des chiffres dans sa tête seule. Elle s'y était habituée comme on s'habitue à boiter. Au bout d'un moment, on ne le remarque plus. Cela devient simplement votre manière de marcher. Le propriétaire vendit l'immeuble un mardi. Tamara trouva l'avis collé à sa porte en rentrant d'un service de 12 heures. 30 jours. Le promoteur immobilier. Aucune exception. Aucun délai supplémentaire. Elle appela chaque logement abordable de Memphis, cette semaine-là. Premier mois, dernier mois, dépôt de garantie, 3 600 $ minimum pour n'importe quoi avec 2 chambres et du chauffage fonctionnel. Elle avait 312 $ sur son compte courant. Elle avait déjà emprunté à toutes les personnes à qui elle pouvait emprunter. Il ne restait plus personne à appeler. Le dernier jour du mois, elle chargea dans sa Honda Civic de 2009 tout ce qu'elle pouvait y faire entrer. 187 000 miles au compteur, de la rouille autour des roues, une fissure sur le pare-brise présente depuis avant la naissance de Zion. Elle rabattit les sièges arrière et installa une couverture fine, 3 petits sacs à dos, un sac de snacks venant du Dollar Général, des barres de céréales, des briquettes de jus, des biscuits animaux, des lingettes pour bébé, un change pour chaque enfant. C'était tout. Cette voiture devint leur maison. Ses blouses médicales sentaient encore la lotion à la lavande qu'elle appliquait chaque matin sur les mains de M. Henderson au Riverside. Elle continuait à aller travailler, continuait à sourire, à soulever, nettoyer, réconforter et prendre soin de personnes qui n'avaient aucune idée que la femme ajustant doucement leurs oreillers avait dormi dans un parking la veille. Elle organisait la vie dans cette voiture comme un système. Zion s'asseyait sur le siège passager une fois les plus petits endormis. Nala tenait Isaiah à l'arrière sur la couverture pliée. Tamara dormait en dernier, toujours en dernier. Après avoir vérifié chaque verrou, observé chaque ombre derrière les vitres, après s'être assuré que chaque enfant respirait calmement et était couvert et immobile. « Mes enfants ne savent pas que nous sommes sans abri », se répétait-elle la première nuit en regardant les lumières du parking Walmart à travers le pare-brise. « Ils pensent qu'on fait du camping. » Elle s'accrochait à cette phrase comme à une corde suspendue au-dessus d'un canyon. Tant que ses enfants croyaient vivre une aventure, elle n'avait pas encore échoué en tant que mère. La première nuit passa, puis la deuxième, puis la troisième. Chacune un peu plus difficile que la précédente. Tamara Okafor n'était pas une femme qui demandait de l'aide. Elle n'était pas une femme qui plairait devant ses enfants. Elle n'était pas une femme qui croyait que le monde lui devait quoi que ce soit.
Elle était une femme qui se présentait chaque jour malgré tout. Et cela, comme elle allait le découvrir, était à la fois sa plus grande force et la raison pour laquelle personne ne savait qu'elle était en train de se noyer. La première nuit fut presque supportable. Tamara gara la voiture sur le parking du Walmart de Getwell Road à 21h45. Elle choisit une place vers le fond, loin des lumières de l'entrée, mais assez proche de la route principale pour ne pas se sentir totalement isolée. 3 autres voitures occupaient cette même partie du parking. Personne à l'intérieur ne leva les yeux. À Memphis, des gens dormant dans leur voiture n'étaient pas assez inhabituels pour attirer l'attention. Elle coupa le moteur. Le froid arriva en quelques minutes. Zion était assis sur le siège passager, son sac à dos sur les genoux, à l'observer. Il n'avait posé aucune question depuis qu'ils avaient chargé la voiture cet après-midi-là. Ni où ils allaient. Ni pourquoi ils n'allaient pas chez tante Lydia. Ni pourquoi Tamara avait pris des couvertures au lieu de valises. Il observait simplement. 10 ans est déjà parfaitement fluent dans le langage des choses qu'on ne dit pas. On va faire quelque chose d'amusant ce soir, dit Tamara d'une voix lumineuse et stable. On va faire du camping, une petite aventure en famille. Le visage de Nala s'illumina depuis la banquette arrière. Du vrai camping. Exactement comme du vrai camping, répondit Tamara. Isaiah tapa dans ses mains parce que Nala était excitée et qu'à 3 ans, cela lui suffisait comme raison. Tamara étala la couverture sur les sièges rabattus. Elle arrangea les sacs à dos comme des oreillers. Elle installa Nala et Isaiah ensemble sous la couverture la plus épaisse, un plaid polaire de l'appartement qui sentait encore légèrement la maison. Elle donna une briquette de jus à Nala et un biscuit à Isaiah puis leur raconta une histoire à propos d'un ours vivant dans les bois qui organisait une fête pour tous les animaux de la forêt chaque vendredi soir. Isaiah s'endormit avant même que l'ours n'envoie les invitations. Nala tint jusqu'au moment où le raton laveur apporta la salade de pommes de terre. Puis elle s'endormit aussi. Tamara resta assise au volant. Le froid s'infiltrait lentement, d'abord par le sol, puis par les vitres, puis à travers ses vêtements. Elle resserra sa veste autour d'elle. Elle verrouilla les portes, vérifia les rétroviseurs. Elle ne dormit pas. Zion ne dormit pas non plus. Il resta longtemps à regarder dehors sans rien voir réellement. Puis il se tourna vers elle. « Maman. »« Oui, mon bébé. » Il hésita. Elle le voyait choisir soigneusement ses mots comme il le faisait toujours, comme aucun enfant de 10 ans ne devrait avoir à le faire. « C'est un bel endroit pour camper, » dit-il doucement. Il savait. Elle savait. Il savait. Aucun d'eux ne le dit à voix haute. La première nuit se termina avec Tamara observant les lumières du parking vaciller et pensant, une seule nuit. Juste une seule nuit. On trouvera une solution demain. La deuxième nuit fut plus froide. Tamara retourna sur le même parking Walmart. Même routine, même voix joyeuse, même histoire sur l'ours dans la forêt. Cette fois, l'ours apprenait aux écureuils à faire un gâteau. Et c'était un désastre. Nala riait tellement qu'elle avait le hoquet. Mais à 2 heures du matin, Isaiah se réveilla en pleurant. Pas les pleurs d'un enfant qui cherche de l'attention. Les pleurs d'un enfant qui a froid. Un froid profond. Le genre de froid qui s'installe dans les petits os plus vite que dans ceux des adultes. Tamara enleva sa veste, sa seule veste, une doudoune bleue achetée dans une friperie 3 hivers plus tôt. Elle enveloppa Isaiah dedans, la glissant autour de lui jusqu'à ce qu'il ressemble à un petit cocon bleu. Il cessa de pleurer. Sa respiration ralentit. Il enfouit son visage dans le tissu et se rendormit. Tamara resta assise au volant en simple blouse médicale. Sans veste. Sans couverture. La température extérieure était de 3 degrés. À l'intérieur de la voiture, ce n'était guère plus chaud. Elle s'enlaça elle-même et frissonna jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Elle ne reprit pas la veste. Elle resta là, les dents serrées, les bras croisés autour de son propre corps jusqu'à ce que le ciel devienne gris et que les oiseaux commencent à chanter et qu'une autre nuit soit derrière eux. « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demanda Nala le lendemain matin en se frottant les yeux. « Bientôt ma puce. On est juste en aventure. » Les mots sortirent parfaitement stables, répétés, hermétiques. La troisième nuit brisa quelque chose. Tamara s'était encore garée sur le parking Walmart. Même place, même routine. Les enfants dormaient à 21h30. Elle commençait à peine à fermer les yeux quand un coup sec frappa la vitre côté conducteur. Elle sursauta. Sa main se jeta instinctivement sur le levier de vitesse. Réflexe de fuite ou de combat, sauf qu'il n'y avait nulle part où fuir. Un agent de sécurité se tenait dehors, lampe torche dirigée vers le sol. « Madame, vous ne pouvez pas dormir ici. Politique du magasin. Vous devez partir. » Le cœur de Tamara battait violemment. Elle regarda vers l'arrière. Isaiah bougea mais ne se réveilla pas. Nala remua sous la couverture. « S'il vous plaît, dit doucement Tamara.
Mes enfants dorment. Nous ne dérangeons personne. Nous partirons dès le matin. L'agent regarda la banquette arrière. Quelque chose traversa son visage. Peut-être de la compassion. Peut-être de l'inconfort. Peut-être les deux. Mais sa réponse resta la même. Je suis désolé, madame. Ce ne sont pas mes règles. Vous devez partir. Tamara démarra la voiture. Elle quitta lentement le parking, avec cette prudence particulière qu'on adopte quand toute sa vie se trouve dans une voiture et qu'un mouvement brusque pourrait la réveiller. Elle traversa Memphis à 2 heures du matin, dépassant des stations-service fermées, des intersections désertes et des bâtiments qui avaient abandonné l'idée d'être quelque chose depuis longtemps. Elle trouva le parking d'une église sur Lamar Avenue. Petit, sombre, avec une pancarte devant disant « Tout le monde est le bienvenu ». Elle espéra que cela incluait les gens qui n'avaient nulle part où aller. Elle gara la voiture, coupa le moteur, vérifia les rétroviseurs, vérifia les verrous, vérifia ses enfants. Une petite voix s'éleva depuis le siège passager. « Maman !» Zion était réveillé. Bien sûr qu'il l'était. Il avait été réveillé tout ce temps, à la regarder traverser la nuit, à la regarder se faire expulser, à la regarder chercher un autre endroit, à regarder sans rien dire. « Ça va, maman. Je n'ai pas peur. » 5 mots. Un garçon de 10 ans dans un parking à 2 heures du matin rassurant sa mère pour qu'elle ne s'inquiète pas pour lui. Cette phrase frappa Tamara plus fort que la perte de l'appartement, plus fort que le départ de Darnell, plus fort que la lampe torche du gardien, le froid et le compte bancaire vide réunis, parce qu'il ne devrait pas avoir à dire cela. Un enfant de 10 ans ne devrait pas devoir rassurer sa mère sur le fait qu'il n'a pas peur de dormir dans une voiture. Cette phrase prouvait que ses enfants savaient plus de choses qu'elle ne voulait qu'ils en sachent, que l'histoire du camping commençait à se fissurer, que Zion portait un poids qui ne lui appartenait pas. Tamara tendit la main et la posa sur la tête de son fils. Elle ne dit rien. Elle la laissa simplement là, sa paume contre ses tresses, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et qu'il finisse enfin par s'endormir. Pendant toute la cérémonie, il sourit pour les caméras et ne ressentit rien. Rien du tout. Puis il rentra dans son penthouse du 42e étage, retira sa veste, s'assit seul dans une cuisine trop silencieuse et fixa pendant 1 heure entière le téléphone de sa fille, toujours posé sur le comptoir là où elle l'avait laissé la dernière fois qu'elle était venue dîner. Il n'avait pas réussi à l'enlever. Il n'avait pas réussi non plus à entrer dans sa chambre depuis l'enterrement. Le chagrin ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas une tempête. C'était une absence. Une pièce manquante dans chaque moment de la journée. Une chaise vide à Thanksgiving. Un numéro qu'il voulait encore appeler lorsqu'il voyait quelque chose qu'elle aurait aimé. 3 ans plus tard, il se réveillait encore parfois à 3h17 du matin avec la sensation étrange qu'il devait aller la chercher quelque part. Comme si son corps refusait d'accepter ce que son esprit savait déjà. Après sa mort, Solomon commença à conduire la nuit. Pas lui-même. Il avait un chauffeur depuis 15 ans. Mais il demandait à son chauffeur de rouler sans destination précise à travers Atlanta, après minuit. Centre-ville, Southside, Old Fort Ward, Decatur, peu importait. Il regardait simplement par la fenêtre. Au début, les membres de son conseil pensaient que c'était lié au stress. Puis ils cessèrent de poser des questions. Les gens très riches sont autorisés à être excentriques tant qu'ils continuent à gagner de l'argent. Et Solomon continuait à gagner de l'argent. Son chauffeur s'appelait Elias Brooks. 59 ans. Ancien marine. Ancien policier. Veuf. Il travaillait pour Solomon depuis 8 ans et parlait peu, ce qui convenait parfaitement à Solomon. Certaines personnes essaient de remplir le silence. Elias comprenait que certains silences doivent simplement être accompagnés. Au cours de ses trajets nocturnes, Solomon remarquait des choses qu'il n'avait jamais vues lorsqu'il était plus jeune et affamé de réussite. Des tentes sous les ponts. Des familles dans des voitures garées sur des parkings Walmart. Des enfants endormis sur les banquettes arrière pendant que leurs parents fixaient le vide depuis les sièges avant. Atlanta était pleine de gens qui essayaient de disparaître discrètement au milieu de leurs propres difficultés. Il les remarquait maintenant parce qu'il avait cessé de courir assez longtemps pour regarder. Le 6e soir de Tamara dans cette voiture, Solomon revenait d'un dîner avec des investisseurs au Bucket Grand Hotel. Il portait encore son costume. Sa montre valait plus que la voiture de Tamara. Il était assis à l'arrière du SUV noir pendant qu'Elias conduisait vers l'autoroute lorsque Solomon regarda par la vitre et aperçut le parking de l'église sur Lamar Avenue. Il vit une Honda Civic, grise garée sous un lampadaire cassé. Il vit une femme sur le siège conducteur, immobile. Il vit un petit garçon éveillé sur le siège passager. Et quelque chose dans cette scène le frappa avec la violence d'un souvenir qu'il n'avait jamais réellement quitté. La vieille Oldsmobile. Le parking derrière l'épicerie. Sa mère assise dans le noir pensant qu'il dormait alors qu'il l'observait lutter pour ne pas s'effondrer.
Solomon posa une main contre la vitre. « Arrête la voiture, dit-il doucement. Elias jeta un regard dans le rétroviseur. « Monsieur. » « Arrête la voiture. » Le SUV ralentit. Solomon continua de regarder la Honda. Il vit le garçon tourner légèrement la tête vers sa mère comme s'il la surveillait discrètement. Ce mouvement précis brisa quelque chose à l'intérieur de lui. Parce qu'il connaissait ce garçon. Il avait été ce garçon. « Depuis combien de temps ils sont là ?» demanda Solomon. Elias observa le parking. « Je les ai vus ici hier soir aussi. » Solomon resta silencieux longtemps. Puis il dit, « Fais demi-tour. » Le SUV revint lentement vers le parking de l'église. Tamara était toujours assise dans la voiture, ignorant complètement qu'un milliardaire observait sa vie depuis une vitre teintée. Elias gara le véhicule à quelques places de distance. Solomon continua de regarder la Honda pendant presque une minute entière. « Monsieur ?» demanda Elias doucement. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Solomon regarda le petit garçon éveillé sur le siège passager. « Je veux savoir depuis combien de temps cette femme essaie de survivre seule avant que quelqu'un remarque qu'elle est en train de se noyer. » Puis il regarda Elias. « Va parler avec elle. Mais doucement. Ne lui fais pas peur. » Elias hocha la tête, sortit du SUV et traversa lentement le parking. Tamara le vit approcher, immédiatement. Tout son corps se raidit. Un homme grand en costume sombre avançant vers sa voiture à minuit passé n'était jamais un bon signe. Elle vérifia instinctivement les portières. Verrouillées. Zion se redressa légèrement sur son siège. Elias s'arrêta à quelques pas de la voiture et frappa doucement à la vitre conducteur. Tamara hésita puis baissa la vitre de quelques centimètres seulement. « Madame, » dit Elias calmement, « désolé de vous déranger. » Son chauffeur, Clarence Jefferson, était la seule personne à voir clair dans son jeu. CJ avait 61 ans, ancien marine, 14 ans derrière le volant de la voiture de Solomon. Il avait effectué 2 missions en Irak, était revenu dans un pays qui n'avait plus de place pour lui, puis avait passé 8 mois à dormir dans une camionnette derrière une station-service à College Park avant que Solomon ne l'embauche sur la recommandation d'un coordinateur des anciens combattants. CJ ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Il possédait cette présence qui rend les conversations facultatives. Et quand il parlait, ses mots frappaient juste. Pas de remplissage, pas de mise en scène. Seulement la vérité directe et lente d'un homme qui avait déjà tout perdu une fois et découvert que le monde continuait malgré tout. Il était le seul à appeler Solomon par son prénom sans y avoir été invité. Le seul à pouvoir le regarder dans les yeux et dire ce qu'aucun membre du conseil d'administration, aucun dirigeant, aucun conseiller financier n'aurait osé prononcer. CJ regarda Solomon éviter ses refuges pendant 3 ans. Il le regarda signer des chèques et éviter les visites. Il le regarda construire quelque chose au nom de sa fille, tout en refusant d'y mettre les pieds. Il n'en parla jamais. Pas une seule fois. Il attendait quoi exactement? Il n'aurait pas su le dire. Mais il saurait le reconnaître quand cela arriverait. Le voyage à Memphis devait être une simple routine. Solomon arriva un mardi soir pour inspecter un projet immobilier mixte que son entreprise construisait près du quartier médical. 48 logements abordables au-dessus d'une épicerie au rez-de-chaussée. Le genre de projet qui embellissait les rapports annuels et donnait aux investisseurs l'impression de faire quelque chose d'utile tout en générant 7% de bénéfices. Solomon avait approuvé les plans 6 mois plus tôt. Il n'avait jamais visité le chantier. CJ vint le chercher à l'aéroport international de Memphis dans l'Escalade Noire et prit la direction du centre-ville. Solomon était assis à l'arrière, répondant à ses emails sans regarder dehors. Memphis défilait devant lui sans exister. Les restaurants de barbecue sur Airways Boulevard, les vitrines condamnées sur Lamar, les parkings d'église. Ils ne voyaient rien. Ils terminèrent la visite vers 21h. Solomon voulait aller directement à l'hôtel. CJ prit un autre chemin. « J'ai besoin d'essence », dit-il en tournant sur Lamar Avenue. Solomon ne leva même pas les yeux de son téléphone. « D'accord. » CJ s'arrêta dans une station Shell à 2 rues d'une petite église dont le panneau annonçait « Tout le monde est le bienvenu ». Il descendit, passa sa carte, lança la pompe. Puis il resta immobile, sans remplir le réservoir, sans bouger, regardant quelque chose de l'autre côté de la rue. Une Honda Civic était garée sur le parking de l'église. Vieille roue rouillée, pare-brise fissuré. Les vitres étaient couvertes de buée de l'intérieur. De la condensation sur chaque vitre. Le genre de buée qui ne se forme que lorsque des gens respirent dans une voiture fermée depuis des heures. CJ connaissait cette buée. Il l'avait lui-même créée autrefois. 8 mois dans une camionnette derrière une station-service à College Park, respirant contre le verre froid chaque nuit jusqu'à ce que les vitres deviennent opaques comme du lait. Il savait exactement ce qu'il regardait. Il traversa lentement la rue, sans se presser.
comme on s'approche de quelque chose de fragile. Le parking était sombre, éclairé seulement par un projecteur fixé au mur de l'église qui baignait tout d'une lumière jaune pâle. Il distinguait des formes derrière la buée. De petites formes. Des enfants. Et sur le siège conducteur, une silhouette assise bien droite, les bras croisés sur la poitrine, immobile. CJ s'arrêta à côté de la vitre conducteur. Il resta là un instant, assez près pour entendre la respiration étouffée à l'intérieur. Puis il leva la main et frappa doucement. 2 coups. Comme on frappe à une porte qu'on n'est pas sûr d'avoir le droit d'ouvrir. La silhouette sursauta violemment. La main de la femme se jeta sur le levier de vitesse. Son corps pivota vers l'arrière, se plaçant instinctivement entre la fenêtre et les formes derrière elle. CJ recula d'un pas. Un pas entier. Il leva les 2 mains, paumes ouvertes, doigts écartés. Il les garda bien visibles, sans menace. La posture d'un homme qui comprenait qu'une femme dormant dans une voiture avec des enfants avait toutes les raisons d'avoir peur de quiconque venait frapper à sa vitre dans le noir. À travers la buée, le visage de Tamara apparut. Elle essuya un petit cercle sur la vitre avec sa manche et regarda dehors. Ses yeux étaient rouges mais secs, épuisés mais vigilants, les yeux de quelqu'un qui n'avait pas réellement dormi depuis 6 jours. CJ ne sourit pas, ne fit pas signe de la main, n'essaya pas d'avoir l'air sympathique. Il resta simplement là, les mains levées, attendant qu'elle décide d'ouvrir la fenêtre ou de démarrer le moteur. Elle baissa la vitre d'1 centimètre. « Je ne dérange personne », dit-elle immédiatement. Sa voix était rauque, automatique. La même phrase qu'elle avait dite à l'agent de sécurité du Walmart 3 nuits plus tôt. « On sera parti demain matin. » CJ ne bougea pas. « Depuis combien de temps » demanda-t-il. Sa voix était calme. Pas douce. Pas tendre. Calme. La voix d'un homme posant une question dont il connaissait déjà la réponse. La mâchoire de Tamara se crispa. « On va bien. Je n'ai pas demandé si vous alliez bien. J'ai demandé depuis combien de temps. » Silence. Le moteur de la voiture claquait doucement dans le froid. Quelque part derrière Tamara, l'un des enfants bougea. Un petit bruit. Le bruit d'un corps remuant sous une couverture trop fine. « 6 nuits, » répondit Tamara. CJ la regarda un long moment. Son regard glissa vers la banquette arrière. Il ne voyait pas clairement à travers la buée, mais il pouvait compter. 3 formes. Petites. L'une d'elles très petite. Il hocha une fois la tête puis fit demi-tour et retraversa la rue. Tamara le regarda partir. Elle s'y attendait. Les gens regardaient, posaient des questions, puis s'en allaient. C'était le schéma habituel. Ça l'avait toujours été. CJ revint à l'escalade. Il ouvrit la portière arrière. Solomon était encore absorbé par son téléphone, l'écran projetant une lumière bleue sur son visage. CJ se pencha vers lui. Sa voix était stable. « Mon patron m'a demandé de vérifier si vous et vos enfants allaient bien. » Tamara sentit immédiatement la honte monter. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'être vue dans la difficulté crée parfois une honte que la difficulté elle-même ne crée pas. « Nous allons bien, » répondit-elle rapidement. Elias regarda la voiture. Les couvertures. Les petits corps endormis. Le garçon éveillé qui observait tout. Puis il regarda de nouveau Tamara. « Depuis combien de temps dormez-vous ici ?» Tamara serra les doigts contre le volant. « Ça ne regarde personne. » Elias hocha lentement la tête. « Vous avez raison. » Puis il ajouta. « Mais je pense que mon patron aimerait quand même vous aider. » Tamara jeta un regard vers le SUV noir. « Qui est votre patron ?» Elias hésita une seconde. « Solomon Adami. » Le nom ne signifiait rien pour elle. Et cette absence de réaction fit quelque chose à Solomon lorsqu'Elias la lui rapporta une minute plus tard. Parce qu'il passait sa vie dans des pièces où son nom changeait immédiatement l'atmosphère. Cette femme n'avait ni peur de lui, ni admiration pour lui, ni intérêt pour son argent. Elle était simplement fatiguée. Fatiguée au-delà de toute hiérarchie sociale. Solomon ouvrit la portière du SUV. Elias le regarda. « Monsieur, vous n'êtes pas obligé de... » « Je sais. » Solomon traversa lui-même le parking. Tamara le regarda approcher et pensa immédiatement qu'il ressemblait à un homme qui n'avait jamais manqué un repas de sa vie. Puis elle remarqua autre chose. Ses yeux. Fatigués. Pas fatigués physiquement. Fatigués d'une manière plus profonde. Solomon s'arrêta près de sa fenêtre ouverte. « Bonsoir, » dit-il doucement. « Je m'appelle Solomon. » Tamara hocha légèrement la tête sans répondre. Solomon regarda les enfants puis revint vers elle. « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette voiture ?» Tamara voulut mentir. Dire 1 nuit. 2 peut-être. Mais quelque chose dans sa voix rendait le mensonge inutile. 6 nuits. Solomon ferma les yeux une seconde. 6 nuits. Exactement 3 de plus que lui et sa mère dans cet Oldsmobile, avant qu'un inconnu ne les aide enfin. « Quel âge a votre fils »
demanda-t-il en regardant Zion. 10 ans. Solomon acquiesça lentement. Moi aussi, j'avais 10 ans. Tamara fronça légèrement les sourcils. Solomon regarda le parking autour d'eux. Ma mère et moi avons vécu dans une voiture quand j'étais enfant. Cette phrase changea tout. Pas complètement. Pas miraculeusement. Mais suffisamment pour que Tamara cesse de voir uniquement le costume et la montre chère. Suffisamment pour entendre l'être humain derrière l'argent. Zion observait Solomon avec attention maintenant. Le regard silencieux d'un enfant qui évalue les adultes pour savoir s'ils sont sûrs ou non. Solomon le remarqua, immédiatement. « Tu protèges ta mère » dit-il doucement. Zion ne répondit pas. Mais ses épaules bougèrent légèrement, presque imperceptiblement. Solomon connaissait ce mouvement aussi. « Tu fais du bon travail » ajouta-t-il. Et pour la première fois depuis 6 nuits, les yeux de Zion brillèrent comme s'il était sur le point de pleurer. Tamara détourna immédiatement le regard parce qu'elle ne pouvait pas supporter ça. Pas ça. Pas quelqu'un reconnaissant enfin le poids que son fils portait silencieusement. Solomon resta silencieux un instant. Puis il dit simplement, « Venez avec moi. » Tamara secoua la tête immédiatement. « Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas de la charité. » Alors quoi? Solomon regarda la voiture. « C'est une dette. Quelqu'un a aidé ma mère quand personne n'était obligé de le faire. J'essaie probablement de rembourser cette dette depuis 30 ans sans savoir à qui la payer. Peut-être que c'est vous. » Tamara sentit sa gorge se serrer. « Je ne connais même pas cet homme, » pensa-t-elle. Et pourtant, pour la première fois depuis 6 nuits, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Pas de la sécurité. Pas encore. Mais la possibilité de celle-ci. Solomon sortit une carte de sa poche. Il y a un hôtel à 10 minutes d'ici. 3 chambres. Nourriture. Douche. Des lits. Juste pour cette nuit si c'est tout ce que vous acceptez. Tamara fixa la carte sans la prendre. Pourquoi? Solomon regarda Isaiah endormi sous la couverture. Parce qu'aucun enfant ne devrait apprendre à rassurer sa mère sur un parking à 2 heures du matin. Tamara sentit son souffle se bloquer. Zion baissa les yeux. Il savait. Cet homme avait compris sans qu'on lui explique. Solomon recula légèrement. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Mais je ne vais pas partir sans m'assurer que vos enfants dormiront en sécurité ce soir. Le parking resta silencieux quelques secondes. Puis une petite voix monta de la banquette arrière. Nala, à moitié réveillée. Maman. Oui bébé. Le monsieur gentil peut venir au camping avec nous. Et pour la première fois depuis la perte de son appartement, Tamara éclata d'un rire réel. Petit, brisé, mais réel. Solomon sourit lui aussi. Un vrai sourire. Le premier qu'Elias voyait sur son visage depuis presque 3 ans. Certaines vies changent dans un instant spectaculaire. D'autres changent dans un parking d'église à minuit passé, lorsqu'une femme épuisée accepte enfin de laisser quelqu'un l'aider à porter ce qu'elle porte seule depuis trop longtemps. Il n'était jamais entré dans aucun de ces 2 bâtiments, parce que chaque femme dans ces refuges lui aurait rappelé Amara. Chaque enfant aurait eu la voix d'Amara. Chaque père de maintenant celle d'un inconnu dans son pire jour lui aurait rappelé la fille dont il n'avait pas pu tenir la main lors du sien. Alors il aidait à distance. À travers des systèmes, des fondations, des comptables, des directeurs de programmes et des rapports trimestriels, il dirigeait de l'argent vers la souffrance sans jamais avoir à la regarder en face. C'était plus facile ainsi, plus propre, plus sûr. Il y a une femme dans cette voiture avec 3 enfants. Elle porte une tenue d'infirmière. Elle dort là depuis 6 nuits. Le pouce de Solomon s'arrêta. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Sa main resta suspendue au-dessus de l'écran, comme un corps qui se fige en entendant quelque chose qu'il n'était pas prêt à entendre. CJ attendit. Solomon finit par lever les yeux. Son visage était impassible. Le visage d'un homme ayant passé 30 ans à apprendre à enfermer ses émotions derrière une vitre. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» La question n'était ni froide ni méprisante. C'était la question d'un homme qui évitait précisément ce moment depuis 3 ans et qui le savait. CJ ne cligna même pas des yeux. « Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je te dis juste ce qu'il y a là-bas. » Il referma la portière, retourna à la pompe, termina le plein, puis reprit le volant. L'escalade resta immobile sur le parking de la station, moteur tournant, chauffage allumé. Solomon à l'arrière. La Honda Civic 50 mètres plus loin, vitres embuées, 3 enfants, une femme en tenue d'infirmière dormant assise depuis 6 nuits. Solomon regarda la Civic à travers les vitres teintées de l'escalade. Sa poitrine se serra. Pas comme lors d'une crise cardiaque ou d'une montée d'angoisse. C'était la pression de quelque chose qui poussait contre un mur qu'il avait construit depuis longtemps. Une pression lente et constante, comme l'eau contre un barrage avant la première fissure. Il pensa à sa mère, Full Lake,
dans la vieille Oldsmobile, sur le parking de l'épicerie d'Alsted. On va dormir ici ce soir, bébé. Juste ce soir. Il pensa à Mara, au blues d'infirmière, au refuge, à tenir la main de quelqu'un dans son pire jour. Papa, tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu dois juste être présent. Il pensa aux 2 refuges portant le nom de sa fille dans lesquels il n'était jamais entré. 2 bâtiments qu'il avait financés tout en les fuyant. 2 tentatives d'honorer sa mémoire sans accomplir la seule chose qu'elle aurait voulu qu'il fasse, regarder la souffrance en face. Ne pas détourner le regard. Solomon ouvrit la portière. L'air de la nuit le frappa, immédiatement. Froid, humide. Le froid de Memphis à la fin de l'hiver. Celui qui ne mord pas vraiment mais qui s'infiltre dans les vêtements, et y reste. Ses chaussures italiennes faites main touchèrent un asphalte fissuré, taché d'huile, loin des sols impeccables qu'il foulait chaque jour. Il traversa la rue. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Pas à cause du froid. À cause de ce qui l'attendait de l'autre côté. C.J. l'observa depuis l'escalade. Il ne le suivit pas. Inutile. Il avait fait sa part. Il avait montré la direction. Le reste appartenait à Solomon. Solomon arriva près de la Honda Civic. Il se plaça exactement là où C.J. s'était tenu. Il regarda les vitres couvertes de buée. Il entendait des respirations à l'intérieur. De petites respirations. Celles d'enfants ayant appris à dormir dans des espaces trop étroits. Il leva la main puis s'arrêta. La voix de sa fille, claire comme un appel téléphonique. « Papa, tu dois juste être présent. » Il frappa. Le visage de Tamara réapparut à la fenêtre. Elle commençait à peine à se calmer après la visite de C.J. Et maintenant quelqu'un d'autre. Son expression passa de la peur à la confusion puis à cette fatigue particulière qui naît quand on a été déçu tellement de fois que l'espoir lui-même devient suspect. Elle entr'ouvrit encore la fenêtre. Toujours d'un seul centimètre. Solomon la regarda. Elle le regarda. 2 inconnus sur le parking d'une église à 22h30 un mardi soir à Memphis, séparés par un centimètre de vitre ouverte et tout le reste. Solomon ne se présenta pas comme un PDG. Il ne parla pas de son entreprise, ne sortit pas son portefeuille. Il dit simplement la seule chose qui lui venait à l'esprit, la seule assez vraie pour être dite à une femme qu'il ne connaissait pas et qui dormait dans une voiture avec 3 enfants. Ma mère aussi était infirmière. Aide-soignante à l'hôpital Cook County de Chicago. Elle travaillait de nuit. Tamara cligna des yeux. Quoi qu'elle se soit attendue à entendre, ce n'était pas cela. Solomon continua, la voix basse et lente. Elle m'a élevé seule après la mort de mon père. Quand j'avais 11 ans, il y a eu une période où nous avons dormi dans sa voiture pendant 3 semaines. Sur un parking derrière une épicerie. Elle me disait que ce n'était que pour une nuit. Il marqua une pause. Le souvenir le traversa comme de l'eau glacée. Ce n'était pas qu'une seule nuit. Tamara le fixa. Sa main, qui serrait la manivelle de la vitre, se relâcha légèrement. Pas encore de confiance. Mais l'absence de peur immédiate, ce qui était déjà le plus proche possible de la confiance pour une femme dans sa situation. « Pourquoi vous me racontez ça ?» demanda-t-elle. « Parce qu'on m'a dit que vous étiez ici depuis 6 nuits, répondit Solomon. Et je sais ce que représente la 7e quand aucune 8e nuit n'est prévue. La gorge de Tamara se serra. Elle ne répondit pas. Solomon glissa la main dans son manteau. Pas pour sortir un portefeuille. Une carte de visite. Papier épais, lettres en relief, numéro de téléphone. Il attendit vers l'ouverture de la fenêtre. Une chambre d'hôtel est réservée pour ce soir. Au Marriott sur Union Avenue. 2 lits. Tout est déjà payé. Votre nom est à la réception. Emmenez vos enfants quelque part au chaud. Dormez dans de vrais lits. Demain matin, si vous le souhaitez, nous pourrons parler de la suite. Si vous ne voulez pas de ça, jetez cette carte et je ne reviendrai jamais. Votre choix. Aucune condition. Aucun piège. Tamara regarda la carte, puis lui, puis la banquette arrière où 3 enfants étaient recroquevillés sous une couverture bien trop fine pour l'hiver de Memphis. « Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas hostile. Elle était fatiguée. La question d'une femme qui avait appris que les gens qui proposaient leur aide voulaient généralement quelque chose en retour. « Vous ne pouvez pas, » répondit Solomon. « Je suis un inconnu. Vous avez toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma mère a dormi dans une voiture avec moi il y a 40 ans et que personne n'est venu frapper à sa vitre. Moi, je frappe à la vôtre. Silence. Un long silence. Les yeux de Tamara passaient de la carte à la banquette arrière puis à l'homme debout dans l'obscurité devant sa fenêtre. Puis Isaiah toussa. Pas une grosse toux. Une petite. Cette toux humide et sifflante d'un enfant de 3 ans dont les poumons respirent de l'air froid depuis trop longtemps. Le genre de toux qui commence discrètement et qui ne le reste jamais.
La main de Tamara bougea. Elle prit la carte. Ses doigts étaient froids, rugueux et tremblaient. Et lorsqu'ils frôlèrent la main de Solomon, il sentit ce froid comme une accusation contre tous les bâtiments chauffés qu'il avait possédés. « Mes enfants passent avant tout, dit-elle. Ce n'était pas une déclaration destinée à Solomon. C'était une déclaration qu'elle se faisait à elle-même, comme une boussole intérieure. Un rappel du seul principe qui n'avait pas cédé pendant 6 jours de rupture. Ils passeront toujours avant tout. Je sais, répondit Solomon. Il recula d'un pas. Tamara regarda encore une fois la carte. Puis elle démarra le moteur. Il se lança à la 3e tentative. Elle quitta lentement le parking de l'église, comme elle conduisait toujours. Avec prudence, avec protection. Comme si la voiture était faite de verre et que tout ce qu'elle contenait était irremplaçable. Solomon resta dans le parking vide et regarda les feux arrière disparaître le long de Lamar Avenue. Le froid pesait contre lui. Ses mains tremblaient, mais pas à cause de la température. CJ gara l'escalade près de lui. Solomon monta à bord. Aucun des deux ne parla pendant 1 minute entière. Puis CJ dit doucement, sans regarder dans le rétroviseur. Amara aurait frappé la première. Solomon ferma les yeux. Oui, elle l'aurait fait. Ils roulèrent jusqu'à l'hôtel en silence. Le Marriott sur Union Avenue n'était pas le Four Seasons. Ce n'était pas un Pentouse. C'était un hôtel simple et propre, avec un hall qui sentait le café, le nettoyant pour moquette et cette neutralité particulière des endroits conçus pour ne ressembler à aucun endroit précis. Tamara entra sur le parking à 23h14. Elle resta assise dans la voiture pendant 3 longues minutes avant de couper le moteur. Elle regarda encore la carte. Puis l'hôtel. Puis ses enfants endormis à l'arrière, inconscients que quelque chose venait de changer. Ensuite, elle descendit. Elle prit Isaiah en premier. Son petit corps chaud et mou reposait contre son épaule, sa toux momentanément silencieuse. Elle réveilla Nala, qui sortit à moitié endormie, serrant sa couverture polaire contre elle. Zion descendit en dernier. Il resta debout près de la voiture à regarder l'hôtel. Comme quelqu'un qui contemple quelque chose dont il n'est pas sûr que ce soit réel. « Maman, on est où ?» Tamara avala difficilement sa salive. Un nouveau camping, bébé. Un très beau cette fois. Zion la regarda. Il ne la croyait pas vraiment, mais il prit le sac à dos et la suivit à l'intérieur parce que c'était ce que Zion faisait toujours. Il suivait sa mère même lorsque la carte n'avait plus aucun sens. La femme à la réception trouva immédiatement la réservation. Okafor. 2 lits queen size. Prépayé. Elle tendit à Tamara 2 cartes magnétiques et indiqua l'ascenseur avec un sourire poli et professionnel, sans avoir la moindre idée de ce que ces cartes représentaient pour la femme qui les recevait. La chambre se trouvait au 4e étage, chambre 412. Tamara ouvrit la porte et resta immobile sur le seuil. 2 lits, drap blanc, oreillers qui n'étaient pas des sacs à dos. Un chauffage diffusant de l'air chaud par une bouche près du plafond. Une salle de bain avec une porte qui se fermait. Une baignoire. Du savon. Des serviettes. Une lumière venant d'une lampe plutôt que d'un lampadaire extérieur. Nala entra la première. Elle toucha le lit comme s'il risquait de disparaître. Puis elle aperçut la salle de bain. « Maman, il y a du savon. Du vrai savon, pas celui des stations-service. » Elle le dit avec l'émerveillement d'un enfant découvrant quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour une fillette de 7 ans qui se lavait le visage avec des lingettes depuis 6 jours, une savonnette d'hôtel était effectivement extraordinaire. Isaiah glissa des bras de Tamara et grimpa sur le lit le plus proche. Il s'enfonça dans le matelas. Son corps se détendit d'une façon que Tamara n'avait plus vue depuis presque 1 semaine. Chaque muscle lâchant prise d'un seul coup. Il s'endormit en 30 secondes, plus vite qu'à n'importe quel moment depuis qu'ils avaient perdu l'appartement. Parce que pour la première fois depuis 6 nuits, il ne dormait pas sur un siège de voiture recouvert d'une couverture trop fine. Il dormait dans un lit. Un vrai lit. Ce genre de choses auxquelles la plupart des gens ne pensent jamais parce qu'ils n'ont jamais eu à y penser. Zion entra en dernier. Il posa son sac à dos au sol. Il regarda la chambre, les lits, la lampe, les rideaux, le chauffage. Puis il s'assit par terre, le dos contre le lit, les genoux relevés, et il pleura. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Juste des larmes coulant silencieusement sur son visage pendant que ses épaules tremblaient et que ses mains serraient ses genoux, et que 6 nuits passées à être courageux trouvait enfin un endroit assez sûr pour s'arrêter. Tamara s'assit à côté de lui. Elle ne dit pas « ça va aller ». Elle ne dit pas « ne pleure pas ». Elle ne dit rien du tout. Elle passa simplement son bras autour de lui et le serra contre elle comme elle avait voulu le faire depuis 6 nuits, mais n'avait pas pu, parce que le prendre dans ses bras aurait signifié admettre qu'ils avaient besoin d'être consolés. Et admettre cela aurait signifié que le faux camping était terminé.
Le camping était terminé. Ils restèrent assis ensemble sur le sol de la chambre 412 du Marriott sur Union Avenue pendant que Nala explorait la salle de bain, qu'Isaiah dormait sur un vrai matelas et que le chauffage envoyait de l'air chaud dans chaque coin d'une pièce qui, pour la première fois depuis 6 jours, donnait l'impression que le monde avait de nouveau des murs. À l'extérieur, dans l'escalade garée sur le parking de l'hôtel, CJ appela Solomon. Les enfants sont à l'intérieur. Ils ont chaud. Solomon était assis dans sa propre chambre d'hôtel, à 12 rue de là, le téléphone contre l'oreille. « Bien, » répondit-il. Puis il raccrocha. Il resta assis au bord de son lit, dans une chambre coûtant $340 la nuit, avec des draps assez luxueux pour apparaître dans des publicités, dans un hôtel dont il possédait une partie. Et pour la première fois depuis 3 ans, Solomon Meshi admis pleura. Pas ce chagrin contrôlé et privé qu'il avait appris à gérer. L'autre, celui qui naît dans l'estomac, remonte dans la poitrine et sort sous forme d'un son qu'on ne reconnaît même pas comme le sien. Il ne pleurait pas pour Tamara. Il ne pleurait pas pour ses enfants. Il pleurait pour Amara. Pour la fille qui aurait été la première à traverser cette rue et à frapper à cette fenêtre. Pour ces 3 années passées à construire des refuges où il était incapable d'entrer, à signer des chèques qui gardaient ses mains propres et son cœur intact. Pour la distance qu'il avait mise entre lui et tous ceux qui lui rappelaient ce qu'il avait perdu. La voix d'Amara résonnait clairement, calmement, comme chaque fois qu'elle lui disait quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. « Papa, tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu dois juste être présent. » Cette nuit-là, il avait été présent pour la première fois depuis 3 ans. Et cela l'avait brisé exactement comme il avait toujours eu peur que cela arrive. Mais il commençait à comprendre qu'être brisé de l'intérieur n'était pas la même chose qu'être détruit. Solomon arriva au Marriott à 9 heures le lendemain matin. Il portait 2 cafés et un sac provenant d'une boulangerie de Beale Street. Muffins, croissants et un énorme cookie aux pépites de chocolat de la taille du visage d'un enfant, choisi spécialement parce qu'il imaginait qu'une fillette de 7 ans le trouverait extraordinaire. Il avait eu raison. Nala tenait le cookie à 2 mains et le regardait comme s'il contenait les secrets de l'univers. Tamara ouvrit la porte vêtue des mêmes vêtements d'infirmière que la veille. Elle les avait lavés dans le lavabo de la salle de bain de l'hôtel, puis séchés sur la bouche du chauffage. Ils étaient froissés mais propres. Son visage avait changé. Pas transformé, pas rayonnant. Juste plus droit. L'allure d'une personne qui avait dormi allongée pour la première fois depuis une semaine. Petite différence. Distance immense. Elle prit le café à 2 mains, le serra contre elle et inspira la vapeur comme quelqu'un respirant un souvenir qu'il croyait perdu. « Du vrai café, » dit-elle doucement. « D'un vrai endroit. J'avais oublié cette odeur. » Ils s'assirent à la petite table près de la fenêtre pendant qu'Isaiah jouait avec la télécommande et que Nala mangeait méthodiquement son cookie, gardant les pépites de chocolat pour la fin. Zion était assis sur le lit, observant Solomon avec des yeux attentifs et évaluateurs. Ni hostile ni effrayé. Juste observateur. Comme toujours. Mesurant. Solomon ne commença pas par un plan. Il commença par une question. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Tamara posa son café. Elle le regarda un instant, décidant combien elle pouvait confier à un inconnu. Puis elle décida qu'un homme qui lui avait raconté comment sa mère avait dormi dans une voiture sur le parking d'une épicerie lui avait déjà donné quelque chose, et qu'elle lui devait peut-être la même honnêteté en retour. Alors elle lui raconta tout. Le propriétaire vendant l'immeuble. Le préavis de 30 jours. Les calculs impossibles. $14,50 de l'heure. $3 600 pour déménager. $312 sur le compte bancaire. Le parking du Walmart. L'agent de sécurité. L'église. La bibliothèque. Le choix entre acheter du lait ou de l'essence. Pousser la voiture à 23 heures. Les refuges pleins. La sœur incapable d'aider. Elle raconta tout cela sans apitoiement, sans mise en scène. Juste des faits alignés dans l'ordre. Comme une infirmière rédigeant le dossier d'un patient en déclin. Clinique, clair, épuisé. « Vous savez ce qui est le pire ?» dit-elle en regardant son café. « Ce n'est pas d'être sans abri. C'est d'avoir tout fait correctement. Je suis allé travailler. J'ai payé mes factures. J'ai élevé mes enfants. Je ne me suis pas drogué. Je n'ai pas pris de mauvaises décisions. Je n'ai simplement pas gagné assez d'argent. Et apparemment, ça suffit pour finir dans une voiture. » Elle marqua une pause. On finit par croire que c'est de notre faute. Qu'on a raté quelque chose. Que si on avait été plus intelligent, travaillé plus dur ou économisé davantage, rien de tout ça ne serait arrivé. Et on sait que ce n'est pas vrai. Mais savoir et ressentir sont 2 choses différentes. Solomon la regarda. Il ne dit pas « je comprends ». Il ne dit pas « ce n'est pas votre faute ». Ce sont des phrases que les gens prononcent surtout pour se sentir mieux face à la douleur des autres. À la place, il dit
Ma mère disait exactement la même chose. Presque mot pour mot. Elle m'a raconté des années plus tard que le plus difficile dans cette voiture n'était pas le froid. C'était de croire qu'elle méritait cette situation. Tamara soutint son regard. Pour la première fois, quelque chose passa entre eux qui n'était ni gratitude, ni charité, ni cette distance gênante entre celui qui possède et celui qui manque. C'était de la reconnaissance. Cette reconnaissance silencieuse et précise de deux personnes ayant vécu dans la même pièce à 40 ans d'écart. Solomon posa son café. « Je vais vous dire quelque chose et je veux que vous m'écoutiez jusqu'au bout avant de répondre. D'accord ?» Tamara hocha la tête. « Je ne vous offre pas de l'argent. Je ne vous offre pas une aumône. Je n'essaie pas de vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'une base solide sur laquelle vous appuyer pour pouvoir reconstruire. Voilà ce que je peux proposer, 90 jours dans un appartement d'un des logements sociaux gérés par mon entreprise ici à Memphis. Subventionné, pas gratuit. Une garde d'enfants grâce à un programme partenaire pour que vous n'ayez plus à laisser vos enfants dans une bibliothèque. Et du temps. Du temps pour obtenir votre certification LPN. Vous êtes aide-soignante et vous gagnez 14,50 $ de l'heure. Les LPN à Memphis commencent autour de 24,50 $ avec avantages sociaux. Il existe des programmes accélérés de 12 semaines. Vous avez déjà la moitié des qualifications nécessaires. Il vous manque seulement l'espace pour terminer. Il fit une pause. Je ne vous donne pas une nouvelle vie, Tamara. Je vous donne 90 jours pour en construire une. Ce que vous en ferez dépend entièrement de vous. Tamara le fixa, la bouche entr'ouverte, refermée, puis entr'ouverte encore une fois. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parmi toutes les personnes qui dorment dans leur voiture dans cette ville en ce moment, pourquoi moi? Solomon regarda Zion assis sur le lit, toujours en train d'observer, toujours en train d'évaluer. Il regarda Nala, du chocolat sur les doigts, dessinant quelque chose sur le bloc-notes de l'hôtel. Il regarda Isaiah qui appuyait sur tous les boutons de la télécommande avec le sérieux d'un scientifique menant une recherche capitale. Parce que ma mère, c'était vous il y a 40 ans, répondit-il. Même travail. Même voiture. Les mêmes calculs impossibles. Et personne n'est venu pour elle. Personne n'a frappé à sa fenêtre. Elle s'en est sortie seule, mais cela lui a pris des années. Des années qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Des années que mon enfance n'aurait jamais dû sacrifier. Il marqua une pause. Et parce que ma fille aurait été la première à traverser cette rue hier soir. Elle aurait frappé avant CJ. Elle se serait assise exactement là où je suis assis, et aurait dit exactement ce que je suis en train de dire. Et comme elle n'est plus là pour le faire, je le fais à sa place. Tamara baissa les yeux vers son café. Les larmes coulèrent sur son visage et tombèrent sur la table sans qu'elle cherche à les essuyer. Non pas parce qu'elle avait cessé de s'en soucier, mais parce que pour la première fois depuis 6 nuits, elle se trouvait dans une pièce où elle avait le droit de pleurer. « Mes enfants passent avant tout, dit-elle d'une voix brisée. Quoi que soit tout ça, quoi qu'il arrive, ils passent avant tout. Toujours. Je sais, répondit Solomon. C'est précisément pour ça que je suis ici. L'appartement se trouvait au 2e étage d'un immeuble appelé Parkway Common sur South 3rd Street. 2 chambres. Sol stratifié. Petite fenêtre. Une cuisine avec une cuisinière qui fonctionnait, un réfrigérateur qui bourdonnait et des placards vides, mais prêts à être remplis. Ce n'était pas magnifique. La moquette était standard. Les plans de travail étaient en stratifié. Les luminaires étaient les mêmes que dans tous les logements sociaux de toutes les villes d'Amérique. Mais la porte d'entrée avait une serrure. Le chauffage sortait par des bouches au plafond. Les murs restaient immobiles. Tamara porta Isaiah à l'intérieur en premier. Il dormait sur son épaule, le visage contre son cou, respirant lentement et régulièrement. Nala entra derrière elle en tournoyant au milieu du salon, les bras écartés, testant l'espace disponible. « Tout ça est à nous? Tout? » demanda-t-elle. « Oui, tout, » répondit Tamara. Nala courut dans la cuisine, ouvrit chaque placard, compta les tiroirs, ouvrit et referma le robinet 3 fois juste pour voir l'eau couler. « Maman, l'eau marche, » dit-elle comme si elle annonçait un miracle. Zion resta devant la porte de la petite chambre. Il n'entra pas tout de suite. Il demeura là, une main sur l'encadrement, regardant la pièce vide. Une fenêtre. Un placard. De la moquette. Rien d'autre. Mais c'était à lui. « C'est ma chambre ?» demanda-t-il en se tournant vers Tamara. Il ne dit rien de plus. Il entra. Il posa sa paume à plat contre le mur comme pour vérifier qu'il était réel. Puis il referma doucement la porte. Pas violemment. Lentement. Délibérément. Le son d'un garçon choisissant l'intimité pour la première fois de sa vie. Tamara entendit des pleurs derrière la porte. Petit. Silencieux. La manière dont Zion pleurait toujours.
Elle posa la main sur la poignée puis la retira. Elle recula. Elle lui laissa enfin la seule chose qu'il n'avait jamais eue, une pièce où il pouvait ressentir quelque chose sans être observé. Elle resta dans le couloir, la main sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues, laissant son fils pleurer seul pour la première fois parce qu'il méritait une porte qui se ferme. Parce qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas avoir à être courageux chaque seconde de chaque journée. Le lendemain matin, Tamara s'inscrivit au programme accéléré LPN du Southwest Tennessee Community College. Cours 3 soirs par semaine de 18h à 22h. Stage clinique le samedi. 12 semaines au total. Elle continuait à travailler comme aide-soignante à Riverside de 7h à 15h. Elle rentrait toujours à la maison, préparait le dîner, aidait Nala pour les devoirs, baignait Isaiah, leur lisait des histoires, les couchait. Puis elle étudiait à la table de la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait pendant qu'elle mémorisait les dosages de médicaments, s'entraînait à remplir des dossiers médicaux et apprenait tout ce qui séparait un salaire de 14,50 $ de l'heure d'un salaire à 25 $. Chaque matin, CJ conduisait les enfants à l'école et à la garderie. Solomon avait organisé cela sans qu'on le lui demande. À 7h45, l'escalade arrivait. CJ aidait Isaiah à s'installer dans son siège, attendait que Nala boucle sa ceinture et saluait Zion d'un signe de tête. Il voyageait dans un silence confortable. CJ ne posait pas de questions. Les enfants ne donnaient pas d'explications. C'était une routine qui s'était construite naturellement dans l'espace entre le besoin et la dignité. Tamara était épuisée, mais c'était une fatigue différente maintenant. Celle qui vient quand on construit quelque chose au lieu de simplement survivre. Une fatigue qui avait une direction. Durant la première semaine, elle s'endormit 2 fois à la table de la cuisine, le front sur son manuel, un stylo encore dans la main. Les 2 fois, elle se réveilla avec une couverture sur les épaules qu'elle n'avait pas mise elle-même. Zion. Bien sûr que c'était Zion. Solomon vint leur rendre visite une fois durant ce premier mois. Il apporta un livre illustré sur les océans pour Nala, un jeu de blocs de construction pour Isaiah, et une carte cadeau pour la librairie de Union Avenue destinée à Zion, parce que Zion était le genre d'enfant qui préférait choisir lui-même ses livres plutôt qu'en recevoir un imposé. Nala fit visiter l'appartement à Solomon comme un agent immobilier. Ici c'est la cuisine. Là, c'est l'endroit où maman étudie. Ça c'est ma chambre que je partage avec Isaiah. Mais ce n'est pas grave parce qu'il est petit. Puis elle tendit à Solomon une feuille de papier. Un dessin. 4 personnages devant une maison. Une femme en blouse bleue, un grand garçon, une petite fille avec des papillons dans les cheveux, un bébé, et à côté d'eux un homme grand en costume, dessiné légèrement à l'écart mais clairement intégré au groupe. En haut, Nala avait écrit avec son écriture appliquée de fillette de 7 ans. Ma famille et Monsieur Solomon. Solomon regarda le dessin. Il sourit. Merci, dit-il. Puis il le plia soigneusement et le glissa dans la poche de son manteau. Ensuite, il retourna à l'escalade, s'assit à l'arrière et ne bougea plus pendant 10 minutes. CJ resta au volant. Il ne démarra pas le moteur. Il ne demanda pas ce qui n'allait pas. Il ne regarda pas dans le rétroviseur. Il resta simplement assis là. Parce que CJ savait que le dessin montrait 4 personnes et un grand homme. Amara aurait dû être la 5e. Amara aurait été celle agenouillée près de Nala, en train d'ajouter davantage de papillons. Solomon appuya le dessin contre son genou avec ses 2 mains, lissa les plis et le fixa jusqu'à ce que les visages deviennent flous. Certains cadeaux vous ouvrent de l'intérieur. Une fillette de 7 ans qui dormait encore dans une voiture 2 semaines plus tôt venait de dessiner un portrait de famille incluant un homme qu'elle n'avait rencontré que 2 fois. Elle lui avait offert quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Une place dans une image, un sentiment d'appartenance. Et l'espace vide où Amara aurait dû se tenir brûlait comme une blessure qui n'avait jamais eu le droit de cicatriser. 6 semaines plus tard, Tamara avait terminé la moitié de son programme LPN. Résultats dans les 10% les plus élevés. Évaluations cliniques excellentes. Son instructrice lui avait dit qu'elle avait les mains de quelqu'un qui faisait ce métier depuis des années. C'était vrai. Elle le faisait depuis des années. Elle n'avait simplement jamais été payée à la hauteur de son véritable niveau de compétence. Un mardi soir, elle rentra chez elle et trouva une femme assise sur le sol du couloir devant l'appartement 114, un étage en dessous du sien. La femme était jeune, peut-être 28 ans. 2 enfants l'accompagnaient. Un petit garçon d'environ 4 ans assis calmement à côté d'elle, serrant un ours en peluche auquel il manquait un bras, et un bébé de 8 mois dormant dans un siège auto posé sur le sol. Les yeux de la femme étaient rouges. Elle ne pleurait plus. Elle avait déjà terminé. Son visage portait cette expression que Tamara reconnut immédiatement, celle de quelqu'un qui n'a plus d'option et s'est assis dans le premier endroit qui ressemblait à un refuge.
Tamara s'agenouilla. Et, ça va. La femme leva les yeux, surprise, méfiante. Exactement comme Tamara avait regardé Seji à travers une vitre embuée cette semaine plus tôt. On va bien, répondit-elle. Tamara esquissa presque un sourire, parce qu'elle savait exactement ce que signifiait ce mot dans la bouche d'une femme assise sur le sol d'un couloir avec 2 enfants et nulle part où aller. Je n'ai pas demandé si ça allait, dit doucement Tamara. Comment vous vous appelez? Coutura. Coutura Williams. Tamara s'assit par terre à côté d'elle. Là, dans ce couloir, le dos contre le mur. 2 femmes inconnues l'une pour l'autre, assises sur une moquette bon marché dans un immeuble censé accueillir des gens qui n'avaient nulle part ailleurs où vivre. Moi c'est Tamara. J'habite au-dessus. Depuis combien de temps êtes-vous ici? La mâchoire de Coutura se crispa. Depuis ce matin. On a été expulsés la semaine dernière. Je dormais dans la salle d'attente du régional médical. Ils vous laissent rester sur les chaises la nuit si vous ne faites pas de problème. Tamara regarda le petit garçon et son ours à un bras, puis le bébé dormant dans le siège auto. Puis Coutura, dont les mains tremblaient comme celles de quelqu'un qui serre quelque chose d'invisible depuis trop longtemps. Vous avez mangé. Coutura hésita. Cette hésitation disait tout. Ce soir-là, Tamara prépara du riz, des haricots et du pain de maïs. Rien d'extraordinaire. La nourriture des gens qui savent comment faire durer $1 sur 4 assiettes. Elle descendit la marmite avec une serviette enroulée autour de la poignée. Coutura mangea lentement, comme quelqu'un qui avait oublié que la nourriture pouvait être chaude. Son fils mangea vite, comme les enfants qui ne savent jamais quand viendra le prochain repas. Le bébé dormit pendant tout le repas. Durant les 2 semaines suivantes, Tamara fit quelque chose que personne n'attendait. Elle partagea ses aides alimentaires. Pas équitablement. Elle ne pouvait pas se le permettre. Mais 3 soirs par semaine, elle cuisinait plus et apportait des portions supplémentaires en bas. Elle appela Seji et demanda avec précaution et respect s'il y avait de la place dans l'organisation de la garderie pour 2 enfants de plus. Seji ne demanda même pas l'autorisation à Solomon. Il régla ça lui-même. Et le dimanche soir, le seul soir où Tamara ne travaillait pas et n'étudiait pas, elle s'asseyait avec Coutura à la table de la cuisine pour l'aider à remplir des demandes d'aide au logement. Formulaire après formulaire. Logement d'urgence. Section 8. Relogement rapide. Les mêmes formulaires que Tamara avait remplis 8 semaines auparavant. Le même système qui lui avait répondu, liste d'attente. Liste d'attente. Liste d'attente. Mais cette fois, Coutura avait quelqu'un assis à côté d'elle pour lui montrer les bonnes cases, lui expliquer le langage administratif et traduire la bureaucratie en quelque chose qu'une mère de 28 ans pouvait réellement comprendre. Solomon l'apprit par Seji. Pas parce que Seji faisait des rapports, mais parce que Solomon demanda comment allait Tamara et que Seji répondit honnêtement. Elle nourrit une autre famille. Elle partage ce qu'elle a. Elle passe sa seule soirée libre à remplir des papiers pour une femme qu'elle a rencontrée dans le couloir il y a 2 semaines. Solomon se rendit à Memphis le week-end suivant. Il s'assit en face de Tamara dans sa cuisine pendant qu'Isaiah faisait la sieste, que Nala coloriait à table et que Zion lisait dans sa chambre, porte fermée. « Vous avez déjà à peine assez pour vous, » dit Solomon. « Pourquoi donner à quelqu'un d'autre » Tamara le regarda. Elle n'hésita pas. Elle n'eut pas besoin de réfléchir. La réponse sortit naturellement, comme la vérité lorsqu'elle vit en vous depuis si longtemps qu'elle n'a plus besoin d'être répétée. Parce qu'il y a 7 semaines, c'était moi. Et quelqu'un a frappé à ma fenêtre. Je ne peux pas passer devant la sienne et faire semblant de ne pas entendre le même appel. Solomon resta silencieux un long moment. Puis Tamara continua. Vous voulez connaître la différence entre la charité et ce que Seji a fait cette nuit-là? La charité, c'est donner quelque chose qui ne vous manquera pas. Seji m'a donné quelque chose qui ne lui a rien coûté, mais qui signifiait tout. Il m'a donné la certitude que quelqu'un m'avait vu, que je n'étais pas invisible, qu'un inconnu pouvait regarder une vitre couverte de buée et se soucier assez de ce qu'il y avait derrière pour frapper. Elle marqua une pause. Les enfants de Coutura sont les mêmes que les miens. Ils ne sont pas différents. Ils ne valent pas moi. Ils sont simplement coincés dans le même système que celui dans lequel j'étais coincé, et la seule chose qui les sépare d'un seul au dormir, c'est quelqu'un qui se souvient de ce que ça fait de ne pas en avoir. Solomon regarda le dessin de Nala toujours accroché sur le réfrigérateur. 4 silhouettes et un homme grand. Il regarda la casserole sur la cuisinière avec les restes du lendemain déjà répartis dans des boîtes. 2 pour l'étage du dessus, 2 pour celui du dessous. Il regarda Tamara Okafor, 34 ans, aide-soignante, gagnant $14,50 de l'heure, à mi-parcours d'une formation d'infirmière auxiliaire, élevant seule 3 enfants et nourrissant la famille d'une inconnue avec une nourriture qu'elle ne pouvait pas vraiment partager, simplement parce que quelqu'un avait frappé à sa fenêtre.
et elle avait décidé que la gentillesse n'était pas quelque chose qu'on reçoit pour le garder. C'était quelque chose qu'on reçoit pour le transmettre. 2 jours après cette conversation, Solomon reprit l'avion pour Atlanta. Il ne retourna pas à son bureau. Il ne rentra pas dans son penthouse. Il demanda à C.J. de le conduire sur Broad Street, au refuge familial Amara Admi. C.J. s'arrêta devant le trottoir. Il ne coupa pas le moteur. Il regarda dans le rétroviseur. « Tu veux que je vienne avec toi ?» « Non, » répondit Solomon. Il fixa le bâtiment à travers la vitre. Le panneau au-dessus de la porte, le nom de sa fille écrit en lettres dorées sur fond bleu. 3 ans déjà que cette enseigne existait. Il avait approuvé la police. Il avait approuvé la couleur. Il avait tout approuvé depuis l'extérieur. Mais il n'avait jamais vu l'intérieur. Il descendit de la voiture. C.J. resta à sa place. La porte d'entrée était en verre avec un interphone de sécurité. Solomon appuya sur le bouton. Une voix de femme se fit entendre dans le haut-parleur, chaleureuse et fatiguée. « Oui, je peux vous aider ? Je m'appelle Solomon Addy. J'aimerais entrer. » Un silence. Puis le verrou bourdonna et la porte s'ouvrit. Le hall sentait le produit pour le sol, la nourriture cuite et cette chaleur particulière des bâtiments qui fonctionnent toute la journée parce que les gens à l'intérieur ont eu froid trop longtemps. Un bureau d'accueil avec une feuille de présence, un couloir bordé de chambres de chaque côté, un espace commun au fond avec des canapés, une télévision, une bibliothèque et un tapis décoré d'animaux de dessins animés usés par les pieds des enfants. Derrière le bureau d'accueil, un panneau en liège affichait des photos de bénévoles, des plannings du personnel, des remerciements pour les dons, et au centre une photo encadrée au format 20x25. Amara Admi, en blouse médicale, stéthoscope autour du cou. Ce sourire. Celui qui donnait à chacun l'impression d'avoir été remarqué par quelqu'un qui se souciait réellement de lui. Sous la photo, une petite plaque en laiton, à la mémoire aimante d'Amara Admi, qui tenait les mains et les cœurs avec la même tendresse. Solomon resta debout devant cette photographie. Il ne bougea pas. Ses mains pendaient le long de son corps. Sa respiration était lente et volontaire, le genre de respiration qu'on adopte quand on essaie de rester à l'intérieur de soi-même au lieu de s'enfuir hors de son propre corps. La directrice du refuge apparut à côté de lui. Une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture posées sur le front et un porte-clés rempli de clés. « Monsieur Addy, nous espérions votre visite. » Solomon ne détourna pas les yeux de la photo. « J'aurais dû venir plus tôt. » Elle hocha la tête. Elle ne protesta pas. Elle ne lui dit pas que ce n'était pas grave. Elle resta simplement là, laissant la phrase exister. « Votre fille s'asseyait dans ce coin tous les jeudis soirs, » dit la directrice en montrant un endroit près de la bibliothèque. Elle apportait ses propres livres, surtout des albums pour enfants. Les petits faisaient la queue. Elle leur lisait des histoires pendant 1 heure, parfois 2. Elle faisait toutes les voix. Les animaux, les monstres, les princesses, elle faisait tout. La poitrine de Solomon se serra. Il y avait une petite fille, poursuivit la directrice. Destiny. 4 ans à l'époque. Quand Amara a commencé ici, elle l'appelait Mademoiselle Soleil. Tous les jeudis, elle attendait près de la porte dès 15 heures alors qu'Amara n'arrivait qu'à 18 heures. Elle voulait simplement être la première dans la file. Solomon avala sa salive. Il ne faisait pas confiance à sa propre voix. Destiny a 7 ans maintenant. Elle est toujours ici. Elle parle encore de Mademoiselle Soleil. Solomon regarda le coin. Une petite chaise. Un tapis. La bibliothèque. Il pouvait la voir là-bas. Pas comme un souvenir, mais comme une présence. Amara assise en tailleur sur le tapis, un livre illustré ouvert sur les genoux, prenant la voix d'un ours grincheux qui faisait rire une petite fille. Il s'approcha de la chaise. Il s'assit. Elle était petite, conçue pour quelqu'un de beaucoup plus jeune ou plus petit. Ses genoux remontaient trop haut. Il s'en fichait. Il était assis dans la chaise de sa fille, dans le refuge de sa fille, dans le coin où elle avait passé ses jeudis soirs à faire ce qu'elle aimait le plus, tenir la main de quelqu'un lors de son pire jour. Il parla à la photographie accrochée au mur, doucement, à peine plus fort qu'un murmure. Pas pour les autres, seulement pour elle. « Je suis là, ma chérie. Désolé d'avoir mis si longtemps. » Il resta assis dans cette chaise pendant 23 minutes. La directrice le laissa seul. Le couloir vibrait des sons habituels d'un refuge en activité. Les assiettes dans la cuisine. Une télévision diffusant des dessins animés. Les rires d'un enfant plus loin dans le couloir. Solomon ne pleura pas. Il avait déjà pleuré. Ce n'était plus du chagrin. C'était autre chose. Quelque chose de plus silencieux, de plus difficile et de plus important que le chagrin. C'était l'arrivée. 3 années à fuir. 3 années à construire des murs entre lui et chaque personne lui rappelant ce qu'il avait perdu.
3 années à signer des chèques, éviter les visites et se convaincre que la distance était une forme de force. Ce n'était pas le cas. La distance n'était que de la distance. La vraie force, c'était de s'asseoir sur une chaise trop petite dans un refuge qui sentait le produit d'entretien et de se permettre de se souvenir de la personne qu'on aimait sans détourner les yeux. Une dernière fois, la voix d'Amara résonna clairement comme une cloche. « Papa, tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu dois juste être présent. » Et il était présent. Il était là. Et pour la première fois depuis 3 ans, cela suffisait. Tamara réussit l'examen NCLEX-PN un jeudi après-midi. Elle était assise dans le centre d'examen sur Poplar Avenue, regardant l'écran lorsque les mots apparurent. « Félicitations. Vous avez réussi. » Elle le lut 2 fois. Puis une 3e. Ensuite elle ferma les yeux, posa les mains à plat sur le bureau et respira profondément. 12 semaines. 63 examens. 412 cartes mémoire écrites à la main à la table de la cuisine après que les enfants se soient endormis. Des stages cliniques durant lesquels elle travaillait des journées de 16 heures en plus de ses horaires d'aide-soignante avant de rentrer aider Nala avec l'orthographe. Des nuits où les lignes du manuel devenaient floues parce qu'elle n'arrivait plus à garder les yeux ouverts, mais où elle tournait quand même la page parce que cette page était la seule chose séparant 14,50 $ de l'heure de 25 $. Elle sortit du centre d'examen et arriva sur le parking. Le soleil était bas, l'air était doux. Memphis au début du printemps. Ce genre de soirée qui sent l'herbe fraîchement coupée et les possibilités nouvelles. La Honda Civic était garée à la 3e rangée. Elle l'avait gardée. Pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle avait besoin de se souvenir. Tamara ouvrit la portière côté conducteur et s'assit. Elle ne démarra pas le moteur. Elle resta simplement là, les mains sur le volant, exactement comme elle était restée assise pendant 6 nuits sur le parking de l'église avec 3 enfants respirant derrière elle. Elle regarda la banquette arrière. La couverture avait disparu. Les sacs à dos avaient disparu. Les snacks de $. Général avaient disparu. Mais le siège était le même. La fissure sur le pare-brise était la même. L'odeur, discrète sous toutes les autres, était la même aussi. Elle resta assise longtemps. On y est arrivé, dit-elle à voix haute. À personne. À tout le monde. À la femme qu'elle était 12 semaines plus tôt et qui ignorait si elle en était capable. À celle qu'elle était après 6 nuits dans cette voiture, persuadée que le monde n'avait plus de place pour elle. À sa grand-mère qui avait nettoyé des maisons à Nashville pendant 40 ans sans jamais se plaindre. À Zion qui avait poussé une voiture dans le noir sans qu'on le lui demande. À Nala qui avait dessiné une famille avec des papillons et inclus un homme rencontré seulement 2 fois. À Isaiah qui riait de tout parce qu'il ne savait pas encore que le monde pouvait être cruel. On y est arrivé. Le lundi suivant, Tamara commença son nouveau poste. Infirmière auxiliaire diplômée au Memphis Regional Medical Center, 24,80 $ de l'heure. Assurance médicale, dentaire et optique complète pour elle et ses 3 enfants. Horaire fixe de jour, de 7h à 15h30, à la maison avant le retour des enfants de l'école. Pour la première fois de sa vie, Tamara Okafor avait une assurance santé. Pour la première fois, emmener Isaiah chez le médecin pour sa toux ne signifiait plus choisir entre les médicaments et les courses. Pour la première fois, elle regardait une fiche de paie dont le montant dépassait celui de ses dettes. À partir du 4e mois, elle paya elle-même le loyer intégral de l'appartement. Montant total. Sans aide. Sans subvention. Son nom sur le bail. Son nom sur la boîte aux lettres. Son nom sur les factures d'électricité arrivant chaque mois comme une preuve qu'elle existait enfin dans un système qui avait autrefois fait semblant de ne pas l'avoir. Solomon l'appela lorsqu'il apprit qu'elle avait refusé la poursuite de l'aide financière. Il n'était pas surpris. Il s'y attendait. « Tu n'as pas besoin de faire ça seul, » dit-il. L'offre reste valable aussi longtemps que nécessaire. La voix de Tamara était calme. « Vous m'avez donné 90 jours. Je me donne le reste. » Silence au téléphone. Pas gênant. Respectueux. Le silence d'un homme comprenant que la chose la plus forte qu'il puisse faire était de se retirer. Puis Solomon dit doucement, « Les 90 jours n'ont jamais vraiment concerné l'appartement, Tamara. Il s'agissait de te faire croire que tu méritais des fondations solides pour te tenir debout. » Tamara regarda autour d'elle dans sa cuisine. Les dessins de Nala sur le réfrigérateur. Les blocs de construction d'Isaiah éparpillés dans le salon. Les chaussures de basket de Zion près de la porte d'entrée, couvertes de boue après l'entraînement. Une casserole de riz sur la cuisinière. Un manuel scolaire sur le comptoir qu'elle n'avait pas encore rangé parce qu'il lui rappelait ce qu'elle avait accompli. « Je sais, » répondit-elle. « Et maintenant, je tiens debout. Mes enfants ont une maison. Une vraie. Avec leur nom sur la boîte aux lettres. » 1 an plus tard, Zion entra dans l'équipe de basket du collège Ridgeway. 6e année. Meneur titulaire. Il n'était ni le plus grand ni le plus rapide,
mais c'était celui qui voyait le mieux le jeu. L'entraîneur disait qu'il jouait comme quelqu'un ayant passé sa vie à observer les autres, à lire les gens, à anticiper leurs mouvements avant qu'ils ne les fassent. L'entraîneur ignorait à quel point cette description était exacte. Lors du premier match de la saison, Tamara était assise dans les gradins avec Isaiah sur les genoux et Nala à côté d'elle dessinant le terrain dans son carnet. Zion entra sur le parquet avec son maillot. Numéro 7. Bleu et blanc. Son nom imprimé dans le dos en grandes lettres, Okafor. Il s'arrêta au bord du terrain, regarda le maillot, toucha les lettres du bout des doigts. Puis il resta immobile pendant 5 secondes. Pas nerveux. Pas en représentation. Il lisait simplement son propre nom sur quelque chose d'officiel, quelque chose qui lui appartenait, quelque chose prouvant qu'il faisait partie d'un monde plus grand qu'une voiture sur un parking. Puis il courut sur le terrain et joua comme un enfant qui avait enfin assez d'espace pour être simplement un enfant. Nala participa au concours artistique de l'école. Le thème était « La maison ». Elle travailla sur son dessin pendant 2 semaines à la table de la cuisine avec des crayons de couleur que Tamara lui avait achetés dans un magasin d'art sur Island. Pas ceux du dollar général. Pas les moins chers. Les bons. Parce que Nala avait mérité les bons. Le dessin représentait une Honda Civic. 4 personnes à l'intérieur. Une femme au volant. Un garçon sur le siège passager. 2 petites silhouettes à l'arrière, dont une tenant une peluche. Des étoiles visibles à travers le pare-brise. Et écrit en bas avec l'écriture appliquée de Nala. La maison, c'est là où est maman. Elle gagna le 2e prix. Le ruban était accroché sur le réfrigérateur à côté du dessin qu'elle avait offert à Solomon 1 an plus tôt. 2 images de ce qu'était un foyer. L'une dessinée depuis une voiture. L'autre depuis une table de cuisine. Entre les deux, il y avait 90 jours et un seul coup frappé contre une fenêtre. Isaiah entra en prématernelle en septembre. Il avait maintenant 4 ans. Bruyant. Intrépide. Totalement inconscient que 18 mois plus tôt, il dormait dans un siège auto sur le parking d'une église. Le premier matin, il s'accrocha à la jambe de Tamara devant la porte de la classe et refusa de lâcher prise. Son institutrice s'agenouilla et tendit la main. Isaiah enfouit son visage contre le genou de sa mère. Tamara s'agenouilla à son tour. Elle prit son visage entre ses mains et le regarda droit dans les yeux. « Maman sera là quand tu reviendras. Je te le promets. Maman revient toujours. » Isaiah étudia son visage comme seuls les enfants de 3 ans savent le faire, cherchant la vérité derrière les mots. Ce qu'il y trouva sembla suffisant. Il laissa sa mère partir. Il prit la main de l'institutrice. Il entra dans la salle sans se retourner. Tamara resta un instant dans le couloir après la fermeture de la porte. Elle s'adossa au mur. Elle respira profondément. Maman revient toujours. Elle l'avait dit comme une promesse. Et c'en était une. Cela l'avait toujours été. À travers 6 nuits dans une voiture, 3 refuges qui avaient refusé de les accueillir, une sœur incapable d'aider, une panne d'essence et un parking où personne n'était venu, elle était toujours revenue. 3 étages en dessous de l'appartement de Tamara, Coutura Williams avait désormais son propre bail. Un appartement de 2 chambres. Son fils entra à la maternelle, dans la même école qu'Isaiah. Elle était inscrite au programme d'aide-soignante du Southwest Tennessee, la même école que Tamara avait fréquentée. Le soir, elle étudiait à sa table de cuisine comme Tamara l'avait fait avant elle, avec du café froid, des fiches de révision et cette détermination particulière des femmes à qui on a donné une chance et qui refusent de la gaspiller. La chaîne ne s'était pas arrêtée. CJ avait frappé à la fenêtre de Tamara. Tamara avait frappé à la porte de Coutura. Et un jour, Coutura frapperait à celle de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que cela fonctionne. La bonté n'expire pas. Elle se multiplie. Solomon prit l'avion pour Chicago un vendredi soir. Fleur Admi était assise à sa table de cuisine dans la maison de Harper Avenue à Hyde Park lorsqu'il arriva. 78 ans. Petite. Vive d'esprit. Une tasse de thé au gingembre dans les mains et des lunettes de lecture remontées sur le front. Pour Solomon, elle avait exactement le même visage qu'autrefois. Celui d'une femme qui avait vu tout ce que le monde pouvait lancer contre elle et qui avait décidé d'y survivre simplement par refus de céder. Elle le serra dans ses bras à la porte comme elle l'avait toujours fait. Les 2 bras autour de lui, fermement. L'étreinte d'une femme qui avait travaillé trop d'heures pendant trop d'années pour considérer le contact humain comme acquis. Ils s'assirent à la table. Solomon lui raconta tout. Tamara. La Honda Civic. Les 3 enfants. Le parking de l'église. Les 6 nuits. CJ traversant la rue. L'hôtel. Les 90 jours. La formation d'infirmière auxiliaire. L'appartement. Coutura. La chaîne qui continuait. Fleur l'écouta sans l'interrompre. Elle tenait sa tasse à 2 mains et observait le visage de son fils pendant qu'il parlait, comme elle l'avait toujours observé lorsqu'il était enfant, lisant ce qui vivait derrière ses mots.
Lorsqu'il termina, elle resta silencieuse longtemps. « Tu te souviens du parking ?» demanda-t-elle finalement. Solomon hocha la tête. « Le parking du supermarché sur Halstead. Cette nuit-là, je t'ai dit, juste pour cette nuit, dit Fleu. » Sa voix était stable mais ses yeux étaient humides. Mais ce n'était pas juste une nuit. « Je sais, maman. 3 semaines, murmura Fleu. 21 nuits. Et chaque matin, je te conduisais à l'école en priant pour que tu n'en parles à personne. Je priais pour que tu n'aies pas honte de moi. Je priais pour que tu oublies. » Solomon tendit la main au-dessus de la table et prit celle de sa mère. Ses doigts étaient fins, chauds et forts. Les mêmes mains qui lui avaient tressé les cheveux sur le siège avant d'une Oldsmobile avec un peigne sorti de la boîte à gants. « Je n'ai pas oublié, dit-il doucement. « Je sais que tu n'as pas oublié, répondit Fleu. C'est pour ça que tu t'es arrêté. » Solomon leva les yeux vers elle. « Tu n'as pas aidé cette femme parce que tu es riche, Solomon, dit Fleu d'une voix claire et précise, comme chaque fois qu'elle disait quelque chose d'important. Tu l'as aidée parce que tu te souviens. C'est la seule différence entre les gens qui aident et ceux qui passent leur chemin. La mémoire. Tu te souviens du bruit que je faisais quand je pleurais la nuit en croyant que tu dormais. Tu te souviens de l'odeur de la voiture. Tu te souviens de ce que ça fait d'être un enfant qui comprend que sa mère fait semblant d'aller bien. Et quand tu as vu cette femme dans cette voiture avec ses enfants, tu t'en es souvenu. Et tu n'as pas pu détourner le regard. » La gorge de Solomon se serra. Il serra plus fort la main de sa mère. « Amara aurait adoré Tamara, dit-il doucement. Fleu sourit. Un sourire contenant autant de fierté que de douleur. Amara aimait déjà Tamara, répondit-elle. Elle aimait toutes les personnes comme Tamara qu'elle rencontrait. Toutes les mères dans ses refuges. Tous les enfants dormant par terre. Toutes les femmes prétendant que tout allait bien pendant que leur monde s'effondrait autour d'elle. C'est pour ça qu'elle est devenue infirmière. C'est pour ça qu'elle faisait du bénévolat. C'est pour ça qu'elle s'asseyait dans ce coin tous les jeudis pour lire des albums jusqu'à en perdre la voix. » Fleu marqua une pause. Elle regarda son fils. « Et c'est pour ça que tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui. Pas à cause de l'argent. Pas à cause de l'entreprise. Parce que tu te souviens. Parce qu'Amara se souvenait. Parce que moi, je me souvenais. Nous sommes des gens qui se souviennent, Solomon. Voilà ce que je t'ai transmis. Pas la richesse. Pas les opportunités. La mémoire. Le souvenir de ce que ça fait d'avoir besoin d'aide et de ne pas en recevoir. Et le choix, chaque jour, de faire en sorte que quelqu'un d'autre n'ait pas apporté ce souvenir seul. » Solomon resta assis dans la cuisine de Hyde Park, tenant la main de sa mère au-dessus d'une table qui avait accueilli 40 ans de repas, de conversations et de prières. Et il sentit enfin quelque chose se calmer en lui après 3 années de chaos intérieur. Ce n'était pas de la guérison. Il ne croyait pas à la guérison totale. C'était un mot inventé par les gens qui n'avaient jamais perdu quelqu'un d'essentiel. Mais c'était quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose comme la paix. Cette paix qui naît quand on comprend que les êtres qu'on aime ne disparaissent pas après leur mort. Ils vivent dans ce qu'on choisit de faire ensuite. Fleu serra sa main une dernière fois. « Maintenant termine ton thé, » dit-elle. Il refroidit. Un mardi matin du début mars, Tamara conduisait vers son travail. 5h45. Les rues étaient presque vides. Les lampadaires encore allumés. La radio jouait doucement une chanson discrète, le genre de musique qu'on entend dans une cuisine où quelqu'un prépare le repas sans se soucier d'être écouté. Elle emprunta Lamar Avenue, le même trajet qu'elle avait pris des centaines de fois auparavant. Elle passa devant la station-service où CJ s'était arrêté. Devant le Shell où un homme assis à l'arrière d'un escalade avait décidé de traverser une rue. Devant l'église avec le panneau « Tout le monde est le bienvenu ». Elle ralentit. Sur le parking de l'église se trouvait une voiture. Une vieille berline. Les vitres couvertes de buée de l'intérieur. Cette même condensation qui n'apparaît que lorsque des gens respirent dans un espace fermé pendant des heures. Tamara gara sa voiture sur le côté. Elle coupa le moteur. Elle resta un instant immobile, les mains sur le volant, regardant cette voiture. Elle pensa à CJ debout devant sa fenêtre dans la nuit, les mains levées, paumes ouvertes. « Je ne t'ai pas demandé si ça allait. Je t'ai demandé depuis combien de temps. » Elle pensa à Solomon. Ma mère aussi était infirmière. Elle pensa à Coutura, aux tickets alimentaires partagés en 2 et aux dimanches soirs passés à remplir des formulaires. Elle pensa à Zion, 10 ans, poussant une voiture dans Lamar Avenue sans se plaindre. À Nala demandant quand il rentrerait enfin à la maison. À la Tudisaya dans le froid. Elle pensa à Sinui. À 3 enfants persuadés qu'ils étaient simplement en train de camper. À un coup frappé contre une fenêtre qui avait changé le cours de leur vie. Tamara ouvrit la portière. Elle sortit dans l'air frais du matin. Memphis au mois de mars. Frais, mais plus glacé. Le ciel commençait à pâlir à l'horizon.
Elle traversa le parking. Ses chaussures d'infirmière ne faisaient presque aucun bruit sur l'asphalte. Sa blouse était propre. Son badge était accroché à sa poitrine. Tamara Okafor, infirmière auxiliaire diplômée, Memphis Regional Medical Center. Elle atteignit la voiture. Elle se plaça à côté de la vitre côté conducteur. Elle distinguait des silhouettes derrière la buée. Elle entendait des respirations. Elle leva la main et frappa doucement la fenêtre. Solomon n'avait pas sauvé Tamara. CJ non plus. Tamara s'était sauvée elle-même. Ce qu'il lui avait donné n'était ni de l'argent ni une maison. C'était 90 jours pendant lesquels quelqu'un lui avait permis de croire qu'elle méritait de se tenir sur un sol solide. Et ce que Tamara avait donné en retour valait plus que n'importe quelle somme d'argent. La preuve que la bonté ne s'arrête pas à celui qui la reçoit. Elle avance. Elle frappe à la fenêtre suivante. Elle se souvient. 6 nuits dans une voiture. 3 enfants persuadés qu'ils faisaient du camping. Un seul coup frappé contre une fenêtre. Voilà tout ce qu'il a fallu. Pas pour changer une vie, mais pour rappeler à quelqu'un que sa vie méritait d'être changée. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a rappelé que les petits gestes de bonté peuvent réécrire l'avenir de quelqu'un, partagez-la avec une personne qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous. À très bientôt pour la prochaine histoire.